Un Siot berger allemand aboie pendant des heures contre une borne d'incendie. Quand on découvre la raison. Madame Martine Dupont observait par la fenêtre de sa maison dans le quartier Espérance, à Toulouse, tandis que Balou, le jeune berger allemand de 6 mois qu'elle avait récemment adopté, aboyait sans relâche contre la borne d'incendie rouge au coin de la rue des Marronniers. Cela faisait déjà 3 heures que le chiot était dans cet état, et les voisins commençaient à se plaindre du bruit incessant. « Balou, viens ici, mon petit !» appela-t-elle une nouvelle fois, mais le chiot semblait hypnotisé par la borne, aboyant et grattant sa base en fer comme s'il tentait de communiquer quelque chose d'urgent. La veuve de 68 ans descendit péniblement les marches de sa véranda, s'appuyant sur la rampe que son défunt Marie-Pierre avait installée 2 ans plus tôt. Balou était sa seule compagnie depuis lors, et voir l'animal si agité la rendait profondément inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» Elle s'approcha du chien, essayant de le calmer avec des caresses, mais Balou continuait à aboyer frénétiquement, ses yeux marrons fixés sur la borne rouge délavée par le temps. De l'autre côté de la rue, Monsieur Jacques, le mécanicien, retraité qui vivait là depuis 40 ans, sortit de chez lui, irrité. « Madame Martine, pour l'amour du ciel, faites taire ce chien. Ma Simone a une migraine et ne peut pas se reposer avec tout ce vacarme. » Martine sentit son visage brûler, de honte. Elle avait toujours été une voisine exemplaire, n'ayant jamais causé de problème dans cette rue paisible où elle vivait depuis 30 ans. « Je suis désolé, monsieur Jacques. Je ne sais pas ce qui lui prend aujourd'hui. Balou n'a jamais été comme ça. » Elle tira plus fort sur la laisse, mais le chiot résistait, plantant ses pattes au sol et continuant à aboyer désespérément. Ces aboiements avaient une urgence que Martine n'avait jamais entendue auparavant, comme si l'animal essayait de les avertir d'un danger. Émilie, la petite fille de Martine, arrivée de Paris pour le week-end, apparut à la porte, inquiète. La jeune femme de 24 ans travaillait comme vétérinaire dans la capitale, et c'était elle qui avait encouragé sa grand-mère à adopter Balou au refuge municipal. « Mamie, qu'est-ce qui se passe? Balou est comme ça depuis combien de temps? » « Depuis 2 heures de l'après-midi, ma chérie. J'ai tout essayé, mais il ne bouge pas d'ici. » Émilie s'accroupit près du chien, l'examinant avec un regard professionnel. Elle vérifia ses signes vitaux, ses pattes, cherchant une explication à ce comportement étrange. « Physiquement, il va bien, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Mais ce comportement, c'est comme s'il essayait de nous avertir de quelque chose. » C'est alors que Madame Monique, la commère du quartier, s'approcha d'un pas pressé, sa robe à fleurs voltigeant. « Vous saviez qu'autrefois, un chien faisait la même chose ?» chuchota-t-elle, comme pour partager un secret. « C'était il y a 20 ans, un bâtard nommé Prince. Il aboyait pendant des jours contre cette même borne. » Martine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se souvenait vaguement de cette histoire, mais à l'époque, elle était trop occupée à s'occuper de Pierre, qui venait de subir sa première crise cardiaque. « Et qu'est-il arrivé à ce chien ?» demanda Émilie, curieuse. Monique fit une pause dramatique, savourant l'attention. « On a découvert une fuite de gaz souterraine. Le chien sentait l'odeur et essayait de prévenir. Sans lui, une tragédie aurait pu arriver. Chère auditrice, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. » Émilie attrapa immédiatement son téléphone, mais Martine l'arrêta. « Attends, ma fille, soyons sûrs avant d'appeler la compagnie de gaz. Je ne veux pas semer la panique inutilement. » Mais Balou continuait à aboyer, alternant maintenant entre la borne et un point précis du trottoir, comme pour leur montrer quelque chose. Son museau reniflait obstinément une fissure dans le béton près de la base de la borne. Philippe, le fils de Martine qui habitait à Bordeaux, avait choisi ce moment précis pour sa visite mensuelle. L'homme de 45 ans, toujours impeccable dans son costume gris, descendit de sa voiture importée avec une expression de désapprobation. « Maman, quel est ce scandale? On entend le chien du coin de la rue. »« Philippe, je suis contente que tu sois arrivé, » essaya d'expliquer Martine. Balou agit bizarrement, on n'arrive pas à le calmer. Son fils roula des yeux, un geste que Martine connaissait bien et qui la blessait toujours. « Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée d'adopter ce chien. Tu n'as plus l'âge de t'occuper d'un animal de cette taille. »« Ne commence pas, Philippe, » défendit Émilie, sa petite fille. « Balou a été formidable pour mamie. Là, c'est différent, il essaie de nous avertir de quelque chose. » Les frères et sœurs échangèrent un regard chargé de la tension familiale habituelle. Philippe,
l'avocat Prosper qui croyait que l'argent réglait tout, et Émilie, l'idéaliste qui avait choisi de s'occuper des animaux plutôt que de suivre la carrière corporate que son frère espérait. Avertir de quoi? Philippe croisa les bras. Les chiens ne sont pas des détecteurs de problèmes urbains, Émilie. Alors que la dispute s'intensifiait, Balou redoubla d'aboiements, grattant maintenant frénétiquement le sol près de la bouche d'incendie. Martine remarqua que d'autres chiens du quartier commençaient aussi à s'agiter, aboyant en réponse depuis l'intérieur des maisons. Son Bernard, le président de l'association des habitants, apparut avec son air autoritaire habituel, la moustache, grisonnante tremblant d'indignation. « Madame Martine, ça dépasse les limites. Je vais devoir déposer une plainte officielle. Le règlement du quartier est clair sur le trouble de la tranquillité. »« Monsieur Bernard, je vous en prie, » implora Martine. « Nous essayons de régler ça. Peut-être y a-t-il un problème ici, une fuite de gaz ou... » Une fuite de gaz. L'homme s'irrita davantage. « Maintenant, vous voulez semer la panique dans le quartier? Je vais appeler la fourrière si ce chien ne se calme pas. » Balou gronda en entendant la menace, comme s'il comprenait. Martine sentit des larmes lui monter aux yeux. Ce chien était sa seule joie depuis le départ de Pierre, la seule créature qui lui faisait se sentir nécessaire et aimé inconditionnellement. « Pas besoin de ça, » intervint Philippe avec son ton d'avocat. « Nous allons régler la situation de manière civilisée. » Émilie, quant à elle, s'était agenouillée près de Balou, observant attentivement où il dirigeait son attention. Le chien alternait entre aboyer et renifler une zone spécifique, revenant toujours au même endroit. « Mamie, regarde ça !» montra-t-elle des marques étranges sur le béton, comme si quelque chose avait été enterré et le ciment refait par-dessus. Ces traces ne ressemblent pas à une usure normale. Martine s'approcha, ajustant ses lunettes. Effectivement, il y avait une zone rectangulaire où le béton semblait plus neuf, plus clair que le reste du trottoir centenaire. « Ça n'était pas là avant, » murmura-t-elle, essayant de se souvenir. « Ou si. Cela fait si longtemps que j'habite ici que parfois je ne remarque pas les petits changements. » Philippe soupira, impatient, regardant sa montre de luxe. « Maman, nous devons parler de tes finances. Je suis venu pour ça, pas pour enquêter sur des trottoirs avec un chien hystérique. »« Philippe, il y a quelque chose qui cloche ici, » insista Émilie. « Les animaux ont des instincts que nous avons perdus. Balou n'agirait pas comme ça sans raison. » Madame Monique, qui s'était éloignée, revint avec plus d'informations. « Je me suis souvenu d'une chose. Il y a environ 25 ans, ils ont fait des travaux dans cette rue. Ils ont changé les tuyaux d'eau, tout touché. C'était à l'époque où vous avez emménagé ici, Martine. » Martine essaya de se rappeler. Oui, elle se souvenait vaguement de travaux, d'hommes qui travaillaient, du bruit des marteaux-piqueurs. Pierre s'était beaucoup plaint, disant qu'il perturbait son repos. Balou continua sa surveillance, maintenant couché près de la bouche d'incendie, mais toujours alerte, émettant de petits grognements et fixant intensément le point suspect au sol. « Vous savez ce que je vais faire ?» dit Martine avec une soudaine détermination. « Je vais appeler la mairie et demander les registres des travaux de cette rue. Quelque chose me dit que Balou a raison. » Philippe secoua la tête, exaspéré. « Vous allez croire un chien maintenant. Maman, nous devons avoir une conversation sérieuse sur vos décisions. D'abord l'idée de vivre seul, puis d'adopter cet animal, maintenant ça... » « Je ne vis pas seul, » répondit Martine avec fermeté. « Balou vit avec moi. Et il me tient plus compagnie que certaines personnes qui ne viennent qu'une fois par mois pour critiquer. » La remarque toucha Philippe de plein fouet. Son visage rougit, une veine saillant à sa tempe. « J'ai une vie, maman, une entreprise à gérer, des responsabilités. Je ne peux pas être ici tout le temps comme Émilie qui a tout lâché. Pour jouer à la vétérinaire. »« Jouer ?» s'indigna Émilie en se levant. « J'ai sauvé plus de vies en un mois que toi dans toute ta carrière à défendre des entreprises corrompues. »« Les enfants, s'il vous plaît, » tenta d'intervenir Martine, mais la dispute avait déjà dégénéré. Pendant que les frères et sœurs se disputaient, Balou se leva et se mit à gratter le béton avec plus de force, comme si la tension familiale le rendait encore plus anxieux. Ses aboiements devinrent plus pressants, plus désespérés. C'est alors qu'il se passa quelque chose qui les fit tous s'arrêter. Le chiot réussit à enlever un morceau du béton plus récent, révélant ce qui semblait être du plastique bleu en dessous. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Émilie en s'agenouillant immédiatement pour écarter d'autres morceaux. Sous le béton mal fait, il y avait ce qui ressemblait à un sac plastique épais, du type utilisé dans les constructions. Balou reniflait frénétiquement, sa queue remuant comme s'il avait trouvé un trésor.
Ne touchez à rien, ordonna Philippe, son instinct d'avocat prenant le dessus. Ça pourrait être dangereux. Mais Madame Monique, toujours curieuse, s'était déjà approchée. On dirait qu'il y a quelque chose dans le plastique, observa-t-elle en plissant les yeux. Quelque chose de rectangulaire. Martine sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce qui pouvait bien être enterré là? Et pourquoi Balou l'avait-il détecté? Appelons les autorités, suggéra M. Bernard, maintenant moins irrité et plus inquiet. Ça pourrait relever de la police? Non. Martine surprit tout le monde par sa véhémence. D'abord, voyons ce que c'est. Ça ne doit rien être de grave. Avec précaution, Émilie commença à enlever d'autres morceaux de béton. Le trou s'agrandit, révélant que le sac plastique était bien préservé, protégé de l'humidité. « Il y a des lettres ici », indiqua-t-elle. On dirait que quelqu'un a écrit quelque chose au stylo permanent. Martine se pencha, ajustant à nouveau ses lunettes. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle reconnut l'écriture. « Mon Dieu », murmura-t-elle, les jambes tremblantes. « C'est l'écriture de Pierre. » Un silence tomba. Balou cessa d'aboyer, s'asseyant près de Martine comme s'il savait que sa mission était accomplie. « Comment ça, l'écriture de papa ?» demanda Philippe, sa voix perdant son arrogance habituelle. Avec des mains tremblantes, Martine montra les mots écrits sur le plastique. Pour Martine. À ouvrir seulement en cas d'urgence. Avec amour, Pierre. 1999. 1999, calcula Émilie. Il y a 25. Juste après votre emménagement ici. Martine sentit qu'elle allait s'évanouir. Pierre avait enterré quelque chose là, dans un espace public, sans jamais en parler. Qu'est-ce qui pouvait être si important qu'il avait dû le cacher? « Mamie, vous allez bien ?» Émilie lui prit le bras. « Vous voulez vous asseoir ?»« Non, » répondit Martine avec une détermination renouvelée. « Je veux savoir ce que mon mari a caché ici. » Ignorant les protestations de Philippe sur la légalité et les procédures, Martine s'agenouilla péniblement près du trou. Émilie l'aida à déchirer le plastique, devenu cassant après tant d'années. À l'intérieur se trouvait une boîte en métal, du genre utilisé pour garder des documents importants. Elle était rouillée sur les bords, mais semblait intacte. « Il y a un cadenas », remarqua Philippe, désormais complètement pris par le mystère. Martine reconnut immédiatement le cadenas. C'était le même que Pierre utilisait dans son coffre à outils, celui qu'elle gardait encore dans le garage. « J'ai la clé », dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Bernard s'éclaircit la gorge. « Madame Martine, techniquement, cela relève du domaine public. Peut-être devrions-nous... » « Bernard, » l'interrompit Martine avec une fermeté qui surprit tout le monde. « Mon mari a enterré ça ici pour une raison. Je vais ouvrir cette boîte avec ou sans votre approbation. » Balou aboya une fois, comme pour soutenir sa maîtresse. Le chien restait près de Martine, protecteur. « Emportons-la à l'intérieur, » suggéra Émilie. « Quoi que ce soit, vous méritez de le découvrir en privé. » Avec l'aide d'Émilie et à la surprise générale de Philippe, Martine se leva. Son fils prit la boîte, notant son poids considérable. « C'est lourd, » commenta-t-il. « Il y a pas mal de choses là-dedans. » La petite procession se dirigea vers la maison de Martine. Elle appuyait sur Émilie, Philippe portant la boîte, Balou trottant fièrement devant comme pour les guider, et inévitablement, Monique et Bernard suivant derrière, trop curieux pour rester à l'écart. Dans le salon, avec ses murs couverts de photos de famille et des meubles qui racontaient des décennies d'histoire, Philippe posa la boîte sur la table basse. « La clé, maman, » dit-il gentiment, toute son irritation passée oubliée. Face au mystère, Martine alla jusqu'à l'armoire du couloir et prit le trousseau de vieilles clés qu'elle gardait dans un tiroir. Ses mains tremblaient tant qu'Émilie dut l'aider à trouver la bonne clé. « C'est celle-ci », reconnut Martine, la petite clé en laiton. Le cadenas s'ouvrit avec un clic qui résonna dans le silence tendu de la pièce. Martine respira profondément avant de soulever le couvercle. La première chose qu'elle vit fut une enveloppe épaisse à son nom. En dessous, il y avait plusieurs autres enveloppes, des documents, et ce qui semblait être de vieilles photos enveloppées dans du plastique. « Ma chère Martine », lut-elle à voix haute, reconnaissant une fois de plus l'écriture de Pierre. « Si tu lis ceci, quelque chose m'est arrivé où il est temps que tu connaisses la vérité. » Martine s'arrêta, le cœur serré. Quelle vérité! Pierre avait toujours été un homme honnête, transparent. Qu'aurait-il pu cacher? « Continue, mamie », encouragea Émilie, lui serrant la main. Martine déplia la lettre, ses mains tremblant toujours. « D'abord, je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait,
C'était par amour pour toi et les enfants. Quand nous avons emménagé rue des Marronniers, j'ai découvert quelque chose sur le passé de ma famille qui a tout changé. » Philippe se pencha en avant, son intérêt d'avocat éveillé. « Mon père, mort quand j'avais 5 ans, n'était pas celui que tout le monde croyait. Il avait un autre nom, une autre vie avant de rencontrer ma mère, et surtout, il avait une autre famille. » Martine eut un souffle coupé. Le père de Pierre avait toujours été un mystère, mort jeune dans un accident du travail, laissant sa mère veuve avec 3 jeunes enfants. Je l'ai découvert par hasard en régularisant les documents de la maison. Un employé de la mairie a trouvé de vieux registres, des confusions de noms. J'ai commencé à enquêter et ce que j'ai trouvé... Martine, j'ai des frères, 13 sœurs que je n'ai jamais connues, une famille entière dont j'ai été séparé. Émilie serra la main de sa grand-mère, sentant sa tension. « Papy avait d'autres frères et sœurs ?» murmura-t-elle. Martine continua à lire, la voix étranglée. « Je ne t'en ai pas parlé à l'époque parce que j'étais confus, effrayé, et aussi parce que j'ai découvert que cette famille vit près d'ici, en fait, dans cette même rue. » Monique laissa échapper une exclamation. Bernard s'éclaircit nerveusement la gorge. « Jacques Dubois, notre voisin mécanicien, est mon demi-frère, Martine, fils de mon père et de sa première épouse. » Martine faillit laisser tomber la lettre. Jacques, le voisin grincheux qui se plaignait encore de Balou tout à l'heure, « C'est impossible, » balbutia Philippe. « Il y a plus, » continua Martine, les larmes maintenant coulant librement. « J'ai aussi découvert que mon père n'est pas mort dans l'accident, et il a simulé sa propre mort pour fuir des dettes de jeu et recommencer une nouvelle vie. Quand il est vraiment mort des années plus tard, il a laissé un héritage qui, par droit, appartient à tous ses enfants, y compris moi. » Balou, qui était couché aux pieds de Martine, leva la tête et regarda vers la porte, comme s'il pressentait quelque chose. « J'ai gardé dans cette boîte toutes les preuves, documents, photos, certificats, et aussi ma part de l'héritage, en argent et bijoux que j'ai pu récupérer. Je ne les ai jamais utilisés parce que je me sentais coupable, comme si je volais Jacques et ses frères. » Philippe prit quelques documents de la boîte, les examinant avec un regard professionnel. « Maman, ce sont des actes de propriété, des certificats de naissance, des relevés bancaires. Tout est authentique. Si quelque chose m'arrive, Martine, je veux que tu décides quoi faire. Révéler la vérité à Jacques ou garder le secret. Mais sache que cet argent est légitimement le nôtre, et il peut assurer ton avenir et celui des enfants. » Martine cessa de lire, submergée par la révélation. Toutes ces années, Pierre avait porté ce secret. Chaque fois qu'il saluait Jacques, dans la rue, il savait qu'ils étaient frères. « Il y a une page de plus, » remarqua Émilie. Martine retourna le papier. « PS. Je l'ai enterré loin de la maison parce que j'avais peur que quelqu'un ne découvre. Jacques a un cousin qui travaille à la mairie. Il pourrait fouiner dans nos documents. La bouche d'incendie venait d'être installée. J'ai profité des travaux pour cacher la boîte. Si tu en as besoin, elle sera là. Je t'ai toujours aimé plus que tout. Pierre. » Le silence dans la pièce était absolu, rompu seulement par la respiration haletante de Balou. « Mon Dieu !» Donna Monique fut la première à parler. « Jacques Dubois est ton beau-frère, le frère de Pierre. » Martine sentait sa tête tourner. Tant de questions, tant d'implications, et Pierre était mort en portant ce poids seul. « Nous devons lui dire, » déclara Émilie avec fermeté. « Monsieur Jacques a le droit de savoir. On ne peut pas débarquer avec cette histoire comme ça, » argumenta Philippe. « Il faut vérifier l'authenticité de tout, faire des tests ADN si nécessaire. » Philippe a raison, approuva. « Monsieur Bernard, c'est trop grave pour agir sur un coup de tête. » Mais Martine avait déjà pris sa décision. Elle se leva avec une détermination qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. « Je vais parler à Jacques maintenant, » annonça-t-elle. « Maman, attends, » tenta de l'arrêter Philippe. « Non, mon fils, Pierre a gardé ce secret pendant 25 ans. Il est mort sans pouvoir serrer son frère dans ses bras. Jacques a perdu son père 2 fois sans le savoir. Assez de secrets. » Balou aboya et courut vers la porte comme s'il approuvait la décision. « Mamie, je viens avec toi, » proposa Émilie. « Non, » répondit doucement Martine. « C'est quelque chose que je dois faire seule. Pierre m'a fait confiance pour prendre cette décision et j'honorerai cette confiance. » Elle prit la lettre et quelques photos de la boîte. L'une d'elles montrait le père de Pierre jeune, et la ressemblance avec Jacques était indéniable maintenant, qu'elle connaissait la vérité. En sortant de la maison avec Balou fidèlement à ses côtés,
Martine vit que d'autres voisins s'étaient rassemblés, attirés par l'agitation. La nouvelle que quelque chose avait été déterré commençait déjà à se répandre. Jacques était dans le garage de sa maison, encore en train de travailler sur une vieille voiture malgré sa retraite. Simone, sa femme, était sur la véranda. « Madame Martine » salua sèchement Jacques. « Vous avez enfin réussi à contrôler votre chien ?» Balou grogna doucement, comme s'il sentait la tension. « Jacques, je dois vous parler » dit « Martine » sa voix étonnamment ferme. « C'est à propos de Pierre et de votre père. » L'homme fronça les sourcils, perplexe. « Mon père est mort quand j'avais 10 ans, Madame Martine. Quel rapport avec Pierre ?»« Tout, » répondit-elle, tendant la photo. « Regardez bien cet homme. » Jacques prit la photo avec impatience, mais resta figé en voyant l'image. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage pâlit. « Où avez-vous trouvé ça ?» Sa voix était rauque. « Jacques, » dit doucement Martine, « nous devons parler. Pierre était votre frère. » L'homme chancela, obligé de s'appuyer contre la voiture. Simone descendit en courant de la véranda. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Jacques !»« C'est faux, » balbutia-t-il. « Mon père est mort. Il n'avait pas d'autres enfants. »« Ton père n'est pas mort dans cet accident, » expliqua Martine avec patience. « Il a commencé une nouvelle vie, une nouvelle famille. Pierre a découvert cela il y a 25 ans, mais il n'a pas eu le courage de te le dire. » Elle tendit la lettre, les mains de Jacques tremblant autant que les siennes quelques minutes plus tôt. Tandis que Jacques lisait, avec Simone regardant, par-dessus son épaule, Martine observait les émotions qui traversèrent le visage de l'homme. Choc, déni, colère, et enfin une profonde tristesse. « Toutes ces années, » murmura-t-il. Pierre savait. Nous parlions de voiture, de la météo, et il savait que nous étions frères. Car il avait peur, expliqua Martine, peur que tu le rejettes, que tu ne le crois pas. Et il y avait la question de l'héritage. L'héritage ? Jacques releva brusquement la tête. Martine expliqua l'argent et les documents dans la boîte, comment Pierre n'y avait jamais touché par culpabilité. C'était vraiment mon frère, dit Jacques avec un sourire triste. Trop honnête. J'aurais tout partagé avec lui si j'avais su. Simone serra son mari dans ses bras, les yeux aussi pleins de larmes. Toutes ces années perdues, se lamenta-t-elle. Vous auriez pu être une famille. Balou, qui était resté silencieux, s'approcha de Jacques et toucha doucement sa jambe avec son museau, comme pour offrir du réconfort. L'homme, qui se plaignait du chien quelques heures plus tôt, s'agenouilla et caressa sa tête. « C'est toi qui as trouvé, n'est-ce pas ?» dit-il au chien. « Bon garçon, tu savais qu'il y avait quelque chose d'important là-bas. » Martine sentit les larmes lui monter aux yeux. D'une certaine manière, Balou avait senti la connexion, l'histoire enfouie qui devait ressortir. « Jacques, » dit-elle, « je sais que c'est beaucoup à digérer. Mais Pierre a laissé des instructions pour l'héritage. Il voulait qu'il soit partagé équitablement. » L'homme se releva, la regardant dans les yeux. « Madame Martine, vous et Pierre avez été mes voisins pendant 25 ans. De bons voisins. Et maintenant, je découvre que nous sommes famille. » Il marqua une pause, l'émotion étouffant sa voix. « L'argent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai perdu mon frère sans jamais pouvoir l'appeler ainsi. » À ce moment-là, Philippe et Émilie apparurent, inquiets du retard de Martine. « Maman, tout va bien ?» demanda Philippe, regardant la scène émouvante avec méfiance. « Philippe, Émilie, » dit Martine, « je veux que vous rencontriez votre oncle Jacques. » La révélation provoqua un nouveau choc. Émilie, toujours plus émotive, serra immédiatement Jacques dans ses bras. Philippe, plus réservé, tendit la main pour une poignée formelle que l'homme transforma en une étreinte, chaleureuse. « Mon Dieu !» riait et pleurait Jacques à la fois. « J'ai des neveux. Simone, nous avons des neveux. » La nouvelle se répandit dans la rue comme une traînée de poudre. Bientôt, d'autres voisins s'approchèrent, curieux de l'agitation. Madame Monique, bien sûr, racontait déjà l'histoire à qui voulait l'entendre, en l'enjolivant à chaque fois. « Il faut faire un test ADN, suggéra Philippe, toujours pratique, pour en être absolument sûr. »« Nous le ferons, » approuva Jacques. « Mais regarde-nous. » Il passa un bras autour de Philippe. La même taille, le même menton têtu. Nous sommes famille, je n'ai aucun doute. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Ce soir-là, deux familles qui avaient été voisines pendant des décennies se réunirent comme une seule.
La table de Martine, qui depuis des années n'accueillait qu'elle et Balou, était maintenant pleine. Jacques et Simone, leurs enfants Nicolas et Caroline, venus en hâte des villes voisines, Philippe et Émilie, et même quelques voisins proches. Balou circulait entre tous, recevant friandises et caresses, le héros de la soirée. Sans sa persistance, le secret de Pierre serait resté enterré. « Un toast », proposa Jacques en levant son verre. « À Pierre qui, malgré le doute, était mon frère, et à Balou qui nous a réunis. » Tous trinquèrent, émus. Martine caressa la tête de Balou, qui s'était couché à ses pieds. « Comment tu as su, mon garçon ?» murmura-t-elle. « Comment as-tu deviné qu'il y avait quelque chose d'important là-bas ?» Émilie, toujours avec sa perspective scientifique, avait une théorie. « Mamie, les chiens ont un odorat des milliers de fois plus puissant que le nôtre. Il est possible que Balou ait senti une odeur particulière. Peut-être le parfum de grand-père imprégné sur les documents, ou même ton odeur sur les objets qu'il a touchés avant de les enterrer. » Martine considéra cette possibilité. Cela faisait sens d'une certaine manière. Balou montrait toujours un intérêt particulier pour les affaires de Pierre qu'elle gardait encore. Mais au fond, elle préférait croire qu'il y avait quelque chose de plus, que d'une certaine façon Pierre avait guidé Balou vers le secret, sachant qu'il était temps que la vérité éclate. La conversation autour de la table oscillait entre larmes et rires. Jacques racontait des histoires de son enfance difficile, après la mort supposée de son père, comment sa mère avait lutté pour élever seule 3 enfants. Martine partageait des souvenirs de Pierre, ses regrets silencieux, les fois où elle l'avait surpris à regarder pensivement la maison de Jacques. Il a dit un jour, se souvint Martine, qu'il aurait aimé avoir un frère pour parler de voiture. Je n'avais pas compris à l'époque, puisqu'il avait 2 sœurs. « J'étais là », dit Jacques avec tristesse. « Si proche, nous aurions pu restaurer des voitures ensemble, comme j'ai toujours rêvé de le faire avec mon père. » Caroline, la fille de Jacques, une femme de 40 ans au regard aussi déterminé que celui de son père, fit une suggestion. « Et si nous honorions la mémoire de l'oncle Pierre en faisant quelque chose ensemble, comme une famille ?»« Qu'as-tu en tête ?» demanda Émilie, intéressée. « Eh bien, vous avez le terrain vague au bout de la rue, n'est-ce pas ?» Caroline regarda Bernard, le président de l'association des habitants. « Et si nous le transformions en une place? Nous pourrions l'appeler place Pierre-Martin. » Bernard se gratta le menton pensif. « Il nous faudrait l'autorisation de la mairie, des fonds pour la construction. Je peux m'occuper de la partie légale, » proposa Philippe, surprenant tout, le monde. « Et pour les fonds? Eh bien, il y a l'héritage que mon père a laissé. Quelle meilleure façon de l'honorer qu'en investissant dans la communauté ?» Jacques frappa sur la table, enthousiaste. « Je m'occupe de la main-d'œuvre. J'ai encore des contacts, je peux obtenir des matériaux à prix réduit. Nicolas, » il regarda son fils, « toi qui es ingénieur, tu peux faire les plans. »« Bien sûr, papa, » acquiesça Nicolas. « Nous pouvons créer quelque chose de spécial, avec une aire de jeu pour les enfants, des bancs pour les personnes âgées et même un espace pour les chiens. » Balou aboya, comme s'il approuvait particulièrement cette dernière idée. L'ambiance dans la pièce changea complètement. Ce qui avait commencé comme une révélation douloureuse se transformait en quelque chose de beau. Une famille qui se rassemblait, une communauté qui se mobilisait. « Il y a une condition, » dit Martine, et tous se tournèrent vers elle. « Je veux une plaque spéciale pour Balou. Après tout, sans lui, rien de tout cela ne serait arrivé. » Les rires empliront la pièce, et Balou remua la queue, fier, semblant savoir qu'il était au centre de l'attention. Dans les semaines qui suivirent, la rue des Marronniers connut une métamorphose. L'histoire des frères séparés qui s'étaient retrouvés grâce à un chien tenace se répandit dans toute la ville. Des journalistes vinrent demander des interviews, mais Martine et Jacques préférèrent garder leur intimité. Le projet de la place avançait rapidement. Philippe, qui ne rendait visite à sa mère que par obligation une fois par mois, venait maintenant chaque semaine pour suivre les progrès. Émilie prolongea ses vacances pour aider, créant même un programme d'adoption responsable inspiré par Balou. « Tu sais, maman, » dit Philippe un jour, alors qu'ils observaient Jacques et Nicolas travailler sur le terrain, « je pense que papa savait ce qu'il faisait en cachant cette boîte. »« Comment ça ?» demanda Martine, Balou couché entre eux sur le banc improvisé. « Il aurait pu la mettre dans un coffre, dans une banque, mais il a choisi d'enterrer ici, là où tu passerais tous les jours. Là où un jour, d'une manière ou d'une autre, il serait retrouvé. » Martine considéra les paroles de son fils.
Pierre avait toujours été un homme de foi, croyant que tout arrivait au bon moment. « Peut-être savait-il que j'aurais besoin de temps pour être prête, dit-elle, et que Jacques aussi. Il y a 25 ans, nous n'étions peut-être pas prêts pour cette vérité. »« Et Balou ?» Philippe sourit en caressant le chien. « Tu crois que papa avait prévu ça aussi ?» Martine rit. « Ton père adorait les chiens. Il en avait toujours voulu un, mais nous n'en avons jamais eu. Peut-être nous l'a-t-il envoyé. » C'était une pensée fantaisiste, Martine le savait, mais réconfortante malgré tout. La relation avec la famille de Jacques se renforçait chaque jour. Simone et Martine découvrirent leur amour commun pour le jardinage et commencèrent à planifier ensemble les parterres de la future place. Caroline et Émilie, malgré leurs différences d'âge, devinrent des amies proches, unis par leur amour des animaux et leur détermination à faire la différence. Mais tout n'était pas rose. À mesure que les documents étaient examinés et que l'histoire du père se révélait plus complexe, des détails douloureux émergèrent. L'homme avait en effet fui des dettes de jeu, abandonnant sa première famille à son sort. Quand il reconstruisit sa vie, il fit fortune avec des affaires pas toujours nettes. « Notre père n'était pas un saint », dit Jacques un soir, après avoir découvert des documents sur des transactions douteuses. Mais c'était notre père. Martine, toujours sage, posa une main sur l'épaule de son beau-frère. Pierre disait souvent que nous ne pouvons pas choisir notre passé, mais nous pouvons choisir ce que nous faisons de notre avenir. Vous êtes tous les deux des hommes honnêtes et bons. C'est ce qui compte. Balou, qui développait un 6e sens pour les moments de tension émotionnelle, s'approcha de Jacques et posa sa tête sur son genou. Ce simple geste dissipa la tension, et l'homme sourit. « Ce chien, dit-il, vaut mieux que bien des gens que je connais. » La question de l'héritage fut résolue d'une manière qui surprit tout le monde. Après de longues discussions, ils décidèrent d'utiliser la majeure partie pour la place et pour créer un fonds d'aide aux familles du quartier en difficulté. Pierre aurait approuvé, Martine en était certaine. L'argent restant fut partagé équitablement entre tous les petits-enfants pour leur éducation. Philippe refusa d'abord sa part, disant qu'il n'en avait pas besoin, mais Émilie le convainquit de l'accepter et de la donner à des bourses d'études vétérinaires. Un jour particulièrement émouvant fut celui où ils trouvèrent, au fond, de la boîte, un journal que Pierre avait tenu pendant la période où il avait découvert la vérité. Les pages révélèrent son angoisse, son désir de se rapprocher de Jacques, sa peur du rejet. « Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée à rassembler mon courage pour lui parler », disait une entrée. Nous sommes rentrés à la maison à la même heure, nos regards se sont croisés. Un instant, j'ai cru qu'il savait, mais il m'a juste fait un signe et est entré. Je suis un lâche. Jacques pleura ouvertement en lisant ces mots. J'ai toujours trouvé Pierre un peu distant, avoua-t-il. Maintenant, je comprends. Il se protégeait de la douleur de ne pas pouvoir m'appeler frère. Balou, pendant tout ce temps, continua sa routine de passer devant la borne d'incendie pendant ses promenades, mais maintenant, il se contentait de la renifler rapidement avant de repartir, satisfait. Sa mission était accomplie. La vétérinaire qu'Émilie consulta à propos de son comportement avait une explication intéressante. Les chiens s'attachent parfois à des endroits où ils sentent que quelque chose ne va pas, expliqua-t-elle. Ça peut être une odeur, une vibration dans le sol à cause d'un espace creux. Ou, elle sourit, certains chiens savent simplement des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Martine préférait cette dernière option. La construction de la place devint un événement communautaire. Des voisins qui ne s'étaient presque pas parlé pendant des années travaillaient désormais côte à côte. Madame Monique, autoproclamée, historienne du projet, documentait tout avec son téléphone, créant un album numérique pour la postérité. Son Bernard, le président de l'association qui avait initialement menacé d'appeler la fourrière pour Balou, était maintenant l'un de ses plus grands défenseurs. « Cet animal a uni notre communauté », déclarait-il à qui voulait l'entendre. On devrait lui donner une médaille d'honneur. L'idée, d'abord une plaisanterie, finit par se concrétiser. Émilie dessina une petite médaille en bois avec l'inscription « Balou, héros de la rue des Marronniers », que le chien porta désormais fièrement à son collier. Mais la vie, comme Martine le savait bien, était rarement simple. Alors que tout semblait aller pour le mieux, une nouvelle révélation bouleversa la famille, récemment unie. Ce fut Nicolas, le fils ingénieur de Jacques, qui apporta la nouvelle. En cherchant de vieux documents pour le projet de la place, il découvrit quelque chose de troublant. « Papa,
dit-il lors d'une réunion familiale, le visage grave. « J'ai trouvé d'autres documents sur grand-père. Il a eu une autre famille. Après vous. » Le silence fut total. Même Balou perçut la tension, dressant les oreilles. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Jacques, la voix tendue. Après vous avoir abandonné et avoir fondé une famille avec Pierre, il a recommencé. Il y a des traces d'un mariage en Bretagne, 15 ans plus tard. 2 enfants de plus. Martine sentit son cœur se serrer. Encore des frères et sœurs? Encore des secrets? Est-ce qu'ils savent pour nous? Ce fut Émilie qui posa la question. Je ne sais pas, admit Nicolas. J'ai juste trouvé les documents. Jean-Martin fils et Anne Martin-Moreau. Ils doivent avoir un peu plus de 30 ans maintenant. Philippe, toujours l'avocat, envisagea déjà les implications. Ça change la question de l'héritage. S'ils sont des enfants légitimes, ils ont des droits. Des droits? S'emporta Jacques. Quel droit? Cet homme a abandonné des familles comme on change de chemise. Jacques. Simone tenta de le calmer. Ce n'est pas de leur faute. Je sais, soupira-t-il, mais c'est trop. On venait à peine d'accepter que Pierre était mon frère, et maintenant ça. Balou se leva et vint se blottir contre les jambes de Jacques, qui se mit instinctivement à le caresser, le geste l'aidant à se calmer. « Qu'aurait fait Pierre ?» demanda Martine à voix haute. Tous se tournèrent envers elle. « Pierre a gardé le secret par peur, par doute, » poursuivit-elle, « mais au fond il voulait que la vérité éclate. C'est pour ça qu'il a tout documenté, organisé. Il savait qu'un jour quelqu'un trouverait, » compléta Émilie, ou un chien malin. Balou remua la queue en entendant ces mots. « Alors ?» Martine regarda autour d'elle. « On les cherche? Ou on laisse tomber ?» La décision ne fut pas facile. Ils passèrent des heures à débattre, à discuter. Philippe trouvait cela risqué juridiquement. Caroline craignait des complications émotionnelles. Nicolas plaidait pour une transparence totale. Ce fut Jacques qui prit la décision finale. « On les cherche, dit-il fermement. Si j'ai appris quelque chose dans cette histoire, c'est que les secrets ne font que causer de la peine. Pierre a souffert 25 ans parce qu'il n'a pas eu le courage de me parler. Je ne répéterai pas cette erreur. »« Tu es sûr ?» demanda Martine doucement. « Oui, acquiesça-t-il. Ce sont nos frères et sœurs, Martine. On n'a pas choisi notre père, ni les circonstances. Mais on peut choisir ce qu'on fait maintenant. La recherche des frères et sœurs de Bretagne ne fut pas simple. Nicolas utilisa ses contacts professionnels, Philippe ses ressources juridiques. Il leur fallut des semaines pour localiser Jean et Anne qui vivaient à Rennes. Le premier contact fut délicat. Philippe, avec son expérience professionnelle, passa le premier coup de fil. La réaction fut un choc total et de l'incrédulité. « C'est une arnaque ?» demanda Jean méfiant. « Notre père est mort quand nous étions enfants. L'histoire se répétait, » comprit Martine. Un autre homme qui avait simulé sa mort, une autre famille abandonnée. Après de longues discussions et l'envoi de documents, Jean et Anne acceptèrent de venir à Toulouse. La rencontre était fixée un samedi chez Martine, un territoire neutre. La tension était palpable lorsque la voiture de location s'arrêta devant la maison. Balou, sentant l'anxiété de sa maîtresse, restait près d'elle, lui touchant occasionnellement la main avec son museau. Jean sortit le premier, un homme de 34 ans avec les mêmes yeux que Pierre et Jacques. Anne, 2 ans plus jeune, avait le menton déterminé qui semblait être une marque de famille. « Alors, » dit Jean après les salutations tendues, « nous avons 2 frères aînés dont nous ignorions l'existence. Et nous avons 2 frères cadets dans la même situation, » répondit Jacques, essayant de briser la glace. Anne regardait autour d'elle, absorbant les visages qui portaient des ressemblances familiales indéniables. « Notre mère, » dit-elle doucement, « elle savait, pour vous. »« Nous ne savons pas, » répondit Martine avec honnêteté. « Pierre a laissé beaucoup de documents, mais rien n'indique que votre mère connaissait son passé. Ce fut Balou qui, une fois, de plus rompit la tension. Le chien s'approcha des visiteurs, les reniflant avec curiosité avant de s'asseoir au milieu du groupe, comme pour dire que tous étaient les bienvenus. « C'est le fameux chien détective ?» demanda Anne, un petit sourire apparaissant. L'histoire est parvenue jusqu'en Bretagne. Un chien qui a découvert des secrets de famille enterrés. Balou, présenta Martine fièrement. Notre petit héros. Jean s'agenouilla pour caresser le chien, et ce geste simple sembla briser une barrière. Bientôt, ils étaient tous assis dans le salon, partageant des histoires, comparant leurs expériences d'avoir grandi sans père. « Ils racontaient des histoires sur vous, »
révéla Anne, surprenant tout le monde. Pas avec des noms, mais il parlait de 2 enfants qu'il avait dû abandonner. Il disait que c'était pour les protéger. Protéger de quoi? Demanda Jacques, amer. Des dettes, des créanciers? Expliqua Jean. Apparemment, il devait de l'argent à des gens dangereux, du moins c'est ce qu'il disait. L'image du père qui émergeait était complexe. Un homme faillible, qui fuyait ses responsabilités, mais qui portait assez de culpabilité pour mentionner ses enfants abandonnés. « Et Pierre ?» demanda Martine. « Il en parlait ?» Il y avait un fils du milieu, fronça les sourcils Anne, essayant de se souvenir. Il disait qu'il était le plus semblable à lui, le plus déterminé. Ça doit être Pierre. Martine sentit des larmes lui monter aux yeux. Même dans l'abandon, le père reconnaissait les qualités de son fils. La conversation dura des heures. Ils découvrirent que Jean était médecin, inspiré à aider les autres après ne pas avoir pu aider son père dans sa prétendue maladie terminale. Anne était enseignante, dévouée aux enfants défavorisés, peut-être en essayant de donner ce qui lui avait manqué dans sa propre enfance. « Nous sommes tous des professionnels tournés vers l'aide aux autres », remarqua Émilie. « C'est peut-être notre façon de compenser ce que notre grand-père n'a pas fait. » C'était une remarque perspicace qui fit réfléchir tout le monde. La question de l'héritage surgit inévitablement. Jean et Anne furent choqués d'apprendre qu'il y avait de l'argent en jeu. « Nous ne sommes pas venus pour ça », précisa rapidement Jean. « Nous sommes venus par curiosité pour créer des liens. Nous ne savions rien d'un héritage. »« Nous vous croyons, » dit Jacques. « Mais par justice, vous avez droit à une part. » Le débat qui suivit fut étonnamment civilisé. À la fin, ils décidèrent d'inclure Jean et Anne dans le projet de la place, en l'élargissant pour inclure une petite bibliothèque communautaire, unissant l'amour d'Anne pour l'éducation avec l'héritage que Pierre avait laissé. « Je pense que Pierre approuverait, » dit Martine. « Transformer des secrets en quelque chose qui profite à la communauté. » Balou aboya son approbation, faisant rire tout le monde. Dans les semaines suivantes, la famille élargie travailla ensemble sur le projet. Les différences initiales s'estompèrent à mesure qu'ils découvraient des intérêts communs, des valeurs partagées. Jean, avec son expérience médicale, suggéra d'inclure des équipements de sport pour les personnes âgées sur la place. Anne proposa des programmes de lecture en plein air. La place se transformait en un véritable centre communautaire. Mais c'est Caroline qui eut l'idée la plus touchante. « Et si on faisait une fresque murale ?» suggéra-t-elle lors d'une réunion de planification, pour raconter l'histoire de la famille, mais de façon artistique, sans trop en dévoiler. Quelque chose sur les liens perdus et retrouvés. Avec Balou au centre, ajouta Émilie. Après tout, c'est lui qui a tout déclenché. L'idée fut approuvée à l'unanimité. Ils engagèrent une artiste locale, Rose Dubois, qui par coïncidence s'avéra être une cousine éloignée de Jacques, pour créer la fresque. Pendant tout ce processus, Balou garda sa routine de patrouiller le quartier, mais il était désormais accueilli comme une célébrité. Les enfants demandaient à prendre des photos avec lui, les adultes lui apportaient des friandises, le chien acceptait tout avec une dignité royale. « Il a changé », remarqua Martine un matin. « Il est plus calme, plus épanoui. »« Ça accomplit sa mission, » dit Émilie. « Certains disent que les animaux sentent les déséquilibres énergétiques. Balou a senti le secret, la douleur non résolue, et n'a pas reposé jusqu'à ce que tout soit réparé. C'était une théorie mystique, mais Martine l'aimait bien. L'inauguration de la place fut fixée pour l'anniversaire de la découverte. La date approchait et les préparatifs mobilisaient toute la communauté. Ce qui avait commencé comme un projet familial était devenu un mouvement de tout le quartier. Madame Monique coordonnait les décorations d'une main de fer. Son Bernard s'occupait des autorisations et des paperasses. Simone et Martine supervisaient la plantation des jeunes arbres. Les frères et sœurs, tous, travaillaient en harmonie, ce qui aurait été impensable quelques mois auparavant. Mais comme Martine l'avait appris, la vie réservait toujours des surprises. 2 semaines avant l'inauguration, elle se réveilla pour trouver Balou immobile dans son panier. Durant un instant terrible, elle crut le pire mais vit alors sa respiration faible. Le chien était vivant mais clairement malade. « Émilie !» appela-t-elle sa petite fille qui logeait chez elle. « Quelque chose ne va pas avec Balou. » Émilie accourut, encore en pyjama. Sa formation vétérinaire prit immédiatement le relais. « Il a de la fièvre », diagnostiqua-t-elle après l'avoir examiné. « Et il semble avoir mal. Il faut l'emmener à la clinique tout de suite. » La panique gagna la famille.
La nouvelle de la maladie de Balou mobilisa tout le monde. Jacques proposa sa voiture, plus confortable. Philippe annula des réunions importantes. Jean vint de Rennes en conduisant toute la nuit. À la clinique vétérinaire, le diagnostic fut inquiétant. « C'est une infection grave », expliqua le docteur Laurent, le vétérinaire. Probablement contractée à partir d'une blessure qui n'a pas été remarquée. Elle affecte plusieurs organes. « Mais il va s'en sortir », demanda Martine, la voix tremblante. « Nous ferons tout notre possible », répondit prudemment le médecin. « Mais c'est sérieux. Les prochaines 48 heures seront cruciales. » La salle d'attente de la clinique se transforma en une veillée familiale. Martine refusait de partir, et les autres se relayaient pour lui tenir compagnie. Même des voisins apparurent, demandant des nouvelles du héros de la rue. « Ce n'est qu'un chien », murmura Philippe à un moment, tentant de rationaliser, mais les larmes dans ses yeux trahissaient ses mots. « Non », corrigea Jacques, « c'est la famille. Balou nous a unis. Il fait autant partie de cette famille que n'importe lequel d'entre nous. » Durant la longue nuit, des histoires furent partagées. Chacun avait un moment spécial avec Balou à raconter. Le chien qui avait apporté l'unité les unissait encore davantage dans l'inquiétude partagée. Émilie ne bougeait pas d'un pas, surveillant chaque changement, chaque signe vital. Sa dévotion professionnelle se mêlait à l'amour personnel pour l'animal qu'elle avait recommandé à sa grand-mère. « C'était mon idée, » dit-elle en pleurant. « C'est moi qui ai insisté pour que mamie adopte un chien. Et c'est la meilleure chose que tu pouvais faire. » La serra Martine dans ses bras. « Regarde tout ce que Balou nous a apporté. Ça valait chaque instant, quoi qu'il arrive. » Au matin du deuxième jour, quand l'espoir commençait à s'évanouir, Balou ouvrit les yeux. Faible mais conscient, sa queue remuant légèrement à la vue de Martine. « Mon petit !» pleura-t-elle de soulagement. « Mon courageux petit garçon, la convalescence a été longue. Balou a dû rester hospitalisé 1 semaine, sous soins intensifs. La facture du vétérinaire était astronomique, mais avant que Martine ne puisse s'inquiéter, la famille s'était déjà organisée pour partager les frais. « C'est le moins que nous puissions faire, » dit Jean. « Ce chien nous a offert une famille. Quand Balou a enfin été autorisé à rentrer, il a été accueilli comme un héros de guerre. Les voisins ont applaudi lorsque la voiture est arrivée. Les enfants avaient préparé des pancartes « Bienvenue parmi nous, Balou ». Encore faible, le chien a été porté à l'intérieur par Jacques, qui s'était porté volontaire. « Tu m'as offert le plus beau cadeau de ma vie », murmura-t-il à l'oreille du chien. « Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. » La guérison de Balou a coïncidé avec les dernières touches apportées à la place. Comme s'il l'attendait, la communauté avait repoussé l'inauguration jusqu'à ce que le chien puisse y participer. Mais une dernière surprise les attendait. Pendant la maladie de Balou, Émilie avait fait des examens complets, dont un test ADN canin par curiosité. Les résultats arrivèrent 2 jours avant l'inauguration et réservaient une surprise. « Mamie » dit-elle en montrant les papiers. « Balou n'est pas un pur berger allemand. Il a de l'ADN de Border Collie. Et alors ?» Martine ne comprenait pas l'importance. Les Border Collie sont réputés pour leur intelligence exceptionnelle et leur talent pour trouver des choses. On les utilise pour les sauvetages, la détection. Balou a hérité des meilleures qualités des 2 races. Donc il était génétiquement programmé pour découvrir des secrets, plaisanta Philippe. D'une certaine manière, oui, rit Émilie. Mais le plus intéressant, c'est ceci. L'analyse révèle qu'il possède des marqueurs génétiques rares, très rares. Elle fit une pause dramatique. Il est possible que Balou descende d'une lignée spécifique de chiens de travail, des chiens entraînés à retrouver des personnes disparues. Un profond silence suivit. Serait-ce trop beau pour être vrai? Tu veux dire, Jacques exprima ce que tous pensaient, que Balou était destiné à nous retrouver? Je dis que parfois, sourit Émilie, la science confirme ce que le cœur sait déjà. Balou est spécial, il l'a toujours été. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Le jour de l'inauguration de la place Pierre-Martin se leva clair et ensoleillé. Tout le quartier était en effervescence avec les derniers préparatifs. Des stands furent installés, une musique live organisée, et l'odeur de plats maison flottait dans l'air. Balou, encore en convalescence mais déterminé à participer, fut équipé d'un petit chariot adapté par Jacques pour éviter qu'il ne marche trop. Le chien accepta cette attention avec une dignité royale, permettant aux enfants de le promener doucement dans le parc.
Martine observait la scène depuis le banc d'honneur, émue. À ses côtés, toute la famille, Jacques et Simone, Philippe et Émilie, Jean et Anne, tous les petits-enfants. Une famille qui, un an plus tôt, ignorait son existence. Pierre aurait été si fier, murmura Simone. Il l'est, répondit Martine avec conviction. Où qu'il soit, il nous voit. La cérémonie officielle fut simple mais touchante. Philippe prononça un discours sur la famille et les secondes chances. Jacques parla d'une fraternité découverte tardivement, mais tout aussi précieuse. Émilie lut des extraits du journal de Pierre qu'ils avaient retrouvé. Mais le moment le plus émouvant fut la révélation de la fresque. Rose avait créé un chef-d'œuvre, un arbre dont les racines s'entrelaçaient sous terre, séparés en surface, mais connectés là où on ne pouvait les voir. Au centre, un chien noir et doré creusait, révélant les liens cachés. Tout autour, des visages rappelant chaque membre de la famille, unis par des fils dorés, symbolisant les liens retrouvés. « C'est parfait », chuchota Anne, des larmes coulant sur son visage. La plaque de dédicace disait simplement « Place Pierre Martin, là où les secrets deviennent des ponts ». En l'honneur de Balou, le chien qui nous a appris que la vérité, même enterrée, trouve toujours son chemin vers la lumière. Mais la plus grande surprise vint de Jacques. Après les discours officiels, il demanda le micro. « J'ai quelque chose à dire », commença-t-il, visiblement ému. « J'ai passé des mois à penser à mon frère Pierre, à toutes ces années perdues. Et j'ai compris une chose, on ne peut pas changer le passé, mais on peut honorer ceux qu'on aime par nos actions. » Il fit une pause, cherchant Martine du « Regarde, c'est pourquoi Martine, Simone et moi aimerions te faire une proposition. Nous savons que tu vis seul avec Balou, et cette maison est pleine de souvenirs. Mais nous avons aussi créé de nouveaux souvenirs, en famille. Nous aimerions rénover l'ancien hangar au fond de notre jardin pour en faire une petite maison plus pratique, pour toi et Balou. Comme ça, nous serions toujours près de toi, comme Pierre l'aurait voulu. » Martine resta sans voix. L'offre était plus qu'une maison, c'était une déclaration d'appartenance à la famille. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-elle. « Dis oui, mamie, » encouragea Émilie. Comme ça, Balou aurait un plus grand jardin à explorer. En entendant son nom, Balou aboya depuis sa petite charrette comme pour donner son approbation. Et ce n'est pas tout, Jean s'avança. Anne et moi avons décidé de déménager à Toulouse. Nous voulons être près de la famille que nous venons de découvrir. J'ouvrirai un cabinet ici. Anne cherche déjà des écoles pour enseigner. Nous reconstruisons ce que notre père a détruit, ajouta Anne. Une vraie famille, unie non par obligation, mais par choix. L'assistance applaudit, émue. Beaucoup pleuraient ouvertement, touchés par cette histoire de résilience et d'union. La fête se poursuivit jusqu'à l'après-midi. Balou, depuis sa charrette royale, recevait caresses et friandises de tous. Les enfants jouaient dans la nouvelle aire de jeu. Les personnes âgées testaient les équipements de sport. Les familles pique-niquaient sur la pelouse fraîchement plantée. « Regarde ça », dit Émilie à Martine. Une place entière est née parce qu'un chien têtu n'arrêtait pas d'aboyer après une bouche d'incendie. Martine rit en caressant la tête de Balou. « Les plus belles choses de la vie viennent des endroits les plus inattendus, » philosophe-t-elle. Alors que le soleil se couchait peignant le ciel d'or et de rose, la famille se réunit pour une dernière photo. Balou, placé au centre, semblait comprendre l'importance du moment. « Dites « famille », lança le photographe. Et ils le dirent avec des voix pleines d'émotion et de sincérité. Ce soir-là, de retour à la maison, Martine s'installa dans son fauteuil préféré avec Balou couché à ses pieds. La maison résonnait des bruits de la famille. Émilie au téléphone avec des amis à Paris racontant sa journée. Philippe dans la cuisine, préparant du thé pour tout le monde. Les voix de Jacques et Simone venant du jardin, déjà en train de faire des plans pour la rénovation du hangar. « Nous y sommes arrivés, Pierre », murmura-t-elle en regardant la photo de son mari sur l'étagère. « La vérité nous a enfin libérés. » Balou leva la tête et posa son museau sur les genoux de Martine, ses yeux bruns empreints d'une sagesse qui dépassait son espèce. « Merci, mon garçon, » dit-elle en lui caressant les oreilles, « de ne pas avoir abandonné, d'avoir su qu'il y avait quelque chose d'important à découvrir, de nous avoir donné le courage d'affronter le passé pour bâtir un avenir meilleur. » Le chien poussa un soupir content et ferma les yeux. Sa mission était accomplie. La famille était réunie, les secrets révélés, les blessures commençaient à guérir. Mais Martine savait que l'histoire ne s'arrêtait pas là.
Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, où une famille séparée par des mensonges se retrouvait grâce à la vérité, où des voisins devenaient parents, où un simple chien prouvait que l'amour et la persévérance pouvaient déplacer des montagnes, ou dans ce cas exhumer des secrets. Dans les mois qui suivirent, la vie rue des Marronniers se transforma complètement. La place était devenue le cœur du quartier, un point de rencontre pour toutes les générations. La bibliothèque communautaire qu'Anne avait créée prospérait, avec des clubs de lecture et du soutien scolaire. La clinique de Jean offrait des soins à des prix abordables, dans l'esprit communautaire qui définissait désormais la famille. Balou, complètement rétabli, était devenu la mascotte officielle du quartier. Émilie avait lancé un programme où il visitait les écoles, apprenant aux enfants l'importance des animaux et comment ils pouvaient nous enseigner la loyauté, la persévérance et l'amour inconditionnel. Philippe, inspiré par toute cette expérience, avait commencé à consacrer une partie de son temps à des cas pro bono, aidant des familles dans des situations juridiques complexes. Sa transformation était remarquable. Le fils distant, uniquement, focalisé sur le succès matériel, était maintenant une présence constante et chaleureuse dans la vie de sa mère. « Tu sais, maman, dit-il un jour en l'aidant à préparer leur déménagement vers la nouvelle maison, j'ai passé tellement de temps à courir après le succès que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Balou m'a appris une leçon qu'aucune université n'aurait pu m'enseigner. La famille, c'est tout. » Martine serra son fils dans ses bras, fier de la personne qu'il était devenu. La nouvelle maison, affectueusement surnommée « chez Mamie » par les petits-enfants, fut prête en un temps record. Jacques supervisa personnellement chaque détail, s'assurant qu'elle soit parfaite pour Martine et Balou. De plain-pied, avec des barres d'appui discrètes, un jardin clôturé pour Balou, et assez proche de la maison principale pour préserver leur indépendance en toute sécurité. Le jour du déménagement, une autre surprise. Toute la communauté était venue aider. C'était impressionnant de voir comment l'histoire de Balou avait touché tout le monde, créant des liens qui dépassaient les simples relations de voisinage. Monique, désormais la chroniqueuse officielle de la famille, écrivait un livre sur toute cette aventure. Le chien qui a déniché l'amour, comme elle l'appelait, avec son penchant pour le dramatique. Ce sera un best-seller, proclamait-elle, et tous les bénéfices iront au refuge d'où Balou vient pour aider d'autres chiens à trouver leur famille. C'était une belle idée, et Martine l'approuva, à condition que l'intimité de la famille soit respectée. Alors que Balou vieillissait, son museau se parant de poils blancs, son énergie diminuant mais sa sagesse grandissant, Martine réfléchissait souvent au miracle qu'il avait opéré dans leur vie. D'un chiot turbulent aboyant après une bouche d'incendie, il était devenu le catalyseur qui avait pansé des blessures générationnelles, réuni une famille éclatée et transformé toute une communauté. Certains disent qu'il n'y a pas de coïncidence, remarqua Émilie un jour en regardant Balou dormir au soleil. Que tout arrive pour une raison. Balou est arrivé exactement quand nous avions besoin de lui. Il a trouvé exactement ce qui devait être trouvé. Ton grand-père disait la même chose, répondit Martine. Que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Peut-être que Balou a été la ligne courbe qui a redressé notre histoire. Et ainsi, rue des Marronniers, au cœur de Toulouse, une famille autrefois divisée par des secrets prospérait désormais dans la vérité. La place restait un symbole vivant de comment la douleur peut se transformer en beauté, comment des secrets enfouis peuvent devenir les fondations de quelque chose de plus grand. Balou, l'improbable héros à quatre pattes, avait enseigné à tous une leçon fondamentale. Parfois, les réponses que nous cherchons sont juste sous notre nez, attendant simplement que nous ayons le courage ou l'entêtement canin de les déterrer. Et chaque fois qu'il passait devant la bouche d'incendie rouge, maintenant ornée d'une petite plaque commémorative, Martine et Balou s'arrêtaient un instant. Elle pour remercier silencieusement tout ce qui s'était passé, lui pour renifler avec satisfaction, s'assurant que tout était toujours comme il se devait. Parce qu'au final, c'était là la magie de Balou. Il savait que la famille ne se résumait pas aux liens du sang, mais aux connexions que l'on choisit de nourrir, aux secrets que l'on choisit de révéler, et à l'amour que l'on choisit de partager. Et quelque part, Martine en était certaine, Pierre souriait, sachant que son secret avait enfin rempli son rôle. Non pas diviser, mais unir. Non pas cacher, mais révéler le meilleur d'entre eux. Fin de l'histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous dans les commentaires. Pensez-vous que les animaux ont un sixième sens pour deviner ce dont nous avons besoin? Laissez un like
et abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes sur la façon dont l'amour et la vérité trouvent toujours leur chemin.